Bonjour Isabelle Pousseur. Bonjour. Vous êtes metteur en scène ou metteuse Oui. en scène, vous me direz ce que vous préférez, et aussi directrice d'institution. Vous êtes directrice du Théâtre Océan Nord Oui. à Schaerbeek et vous avez mis en place là cette année le festival Mouvement d'identité Ouais, qui a encore lieu là du 7 au 9 décembre. D'aujourd'hui au 9 décembre. Oui, Quoi, d'aujourd'hui voilà. au 9 décembre. Mais c'est quoi ce festival Mouvement d'identité ? Alors, c'est un festival qui, tout d'abord, réunit, je dirais, 3 projets, mais aussi 3 femmes, qui sont les porteuses de ces projets, qui parfois ont écrit pour certaines, et parfois se sont mises en scène elles-mêmes, enfin, avec l'aide d'autres personnes quand même. Et disons que si j'ai réuni ces 3 femmes, c'est parce qu'il me semblait que entre toutes les 3, il y avait des points communs dans leur histoire personnelle, 2 femmes entre l'Europe et un pays africain. Alors il y a plusieurs pays africains qui sont concernés selon donc, les origines de ces 3 comédiennes, metteurs en scène, porteuses de projets. Et ça s'est fait sur base de rencontres en fait, personnelles, quoi. Il y a une longue histoire, je dirais, pour chacune des comédiennes. Et un jour, je me suis dit, mais au fond, on pourrait les rassembler. Alors, il y a maintenant 25 ans d'ici, j'ai fait un spectacle qui s'appelait « À ceux qui naîtront après nous », dans lequel 5 comédiens recevaient les spectateurs dans une sorte de chambre, dans laquelle ils racontaient leur histoire personnelle à partir de la thématique des migrations dans les familles. Et je voulais arriver à l'idée qu'on a tous dans nos familles des migrants, on a un héritage de déplacement dans l'espace, etc. Et d'une certaine manière, ce festival Mouvement d'identité renoue quelque part avec ce spectacle-là. Pas formellement dans la mesure où je n'ai pas mis en scène l'ensemble, où ça reste 3 projets séparés, mais sur les questions quand même de récits personnels, autobiographiques et de liens quand même avec le voyage et le déplacement et avec l'Afrique. Moi je fais un pont, si vous voulez, voilà, entre ce spectacle-là et ce festival, même si évidemment il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vu ce spectacle parce qu'elles n'étaient pas encore nées ou trop jeunes, enfin, etc. Mais Myriam Sadoui, qui est donc la comédienne, la porteuse de projet et l'auteur de Final Cut, l'a vu. Et elle aussi fait des ponts, disons, avec ça. Alors, donc, on réouvre le Théâtre Océan Nord avec ce festival. C'est très important pour moi. Pendant un an, on n'a pas accueilli de public, en fait, sauf pour un spectacle amateur, parce que je faisais une grosse création et on n'avait pas l'argent pour faire les deux. Et on n'a pas été augmenté, mais on a quand même décidé de marquer le coup et de dire on continue à exister. Et ce festival est, je dirais, l'ouverture d'une saison qui s'appelle Le monde appartient au féminin. Et donc là, on a 3 paroles de femmes très personnelles, très singulières, en lien en plus avec l'Afrique. Mais voilà, justement, sur cette question-là, moi, ça me fait penser aussi à une autre de votre démarche qui a été la mise en scène du Songe d'une nuit d'été au Théâtre National, avec des acteurs et des actrices burkinabés pour la plupart. Et donc, j'avais envie de vous demander comment vous pensez votre place dans l'histoire du colonialisme dont nous sommes tous et toutes les héritiers, les héritières aujourd'hui. Est-ce que cette partie-là de votre travail, c'est pour vous une manière de retrouver de l'éthique ? Quel est un peu le sens de votre théâtre dans cette histoire du colonialisme et aujourd'hui du décolonialisme, enfin, voilà. Bon, alors je vais répondre en prenant un chemin un peu différent, si je peux me permettre. J'ai vécu aux États-Unis quand j'avais 10 ans, 1 an. Mon père était invité dans une université à Buffalo, dans le nord de l'État de New York. Et mes parents n'avaient pas voulu qu'on aille à l'école privée, ce qui était le cas de tous les enfants des professeurs d'université, bien entendu, mais c'était extrêmement cher et en plus, voilà, ils ne voulaient pas qu'on vive là-dedans. Donc ils nous ont mis à l'école publique et je me suis retrouvée dans une classe avec plus de la moitié des enfants afro-américains et une professeure polonaise.
Et au milieu d'année scolaire, au printemps, je crois, donc c'était le printemps 67, hein, là, quand même en plein mouvement des droits civiques, les enfants noirs nous ont complètement rejetés. C'est-à-dire ils se sont barricadés, je dirais, alors qu'avant, c'était mélangé, ils étaient venus à mon anniversaire, enfin, etc. Et ça m'a très fort frappé, c'est un souvenir vraiment fort. Et depuis, je suis un peu en quête, je dirais, de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là à Buffalo, dans l'État de New York, même si je sais bien que c'était une période très, très chaude, je dirais, enfin, où il y avait beaucoup de manifestations. Il y a dû y avoir des manifestants noirs tués, j'imagine. Bon. Et quelque part, mon rapport avec les acteurs noirs est relié à ça. Et quand j'ai commencé le songe d'une nuit d'été, en fait, le premier jour, je leur ai raconté cette histoire. Comme si par là, je voulais dire, j'ai un regret qui me vient de l'enfance, une séparation qui a été violente pour moi, séparation due à la violence du monde autour de nous, qui devait dépasser les enfants de 10 ans que nous étions, mais bon, on avait dit à cet enfant, sans doute maintenant, on ne parle plus avec les Blancs, enfin bon. Et j'ai introduit le travail comme ça, et je crois que j'ai eu raison, parce que plus tard, après les représentations, une comédienne m'a dit qu'elle l'avait dit à des spectateurs. Donc, c'est comme si je voulais retrouver ces enfants. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est plus, je dirais, lié à mon expérience personnelle américaine qu'à la décolonisation. Même si dans ma famille, j'ai un oncle et une tante qui ont été coopérants au Congo pendant très très longtemps et qui ont adoré être là, mais sont quand même revenus au moment de l'indépendance. Et sont très curieux de ce que je fais actuellement avec dans mon travail avec le Burkina Faso, mais aussi plus récemment en RDC, où j'ai été mener des ateliers. Voilà, donc je dirais aussi une autre chose, c'est qu'à la place où je suis, dans la position que j'occupe, en tant que professeur dans une école de théâtre, en tant que metteur en scène, directeur de structure, la question de quels sont les emplois qu'on peut offrir aux comédiens qu'on appelle de la diversité, enfin voilà, qu'ils soient africains d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord ou du monde arabe, enfin etc. Pour moi, elle est très importante. Elle l'est devenue de plus en plus depuis que je travaille en Afrique, évidemment. Une chose, par exemple, quand j'ai fait le songe d'une nuit d'été, je m'étais dit, l'objectif, c'est je ne veux pas qu'on dise c'est bien pour les Africains. Voilà, je ne voulais pas qu'on dise ça. Et pendant que je répétais, des personnes m'ont demandé mais ce sont des amateurs, ce sont des jeunes. Je dis mais non, ce sont des professionnels, il y en a. Bon, j'ai fait des auditions plusieurs fois pour les rencontrer, mais il y en a et qui sont des très grands comédiens. Voilà, donc la chose aujourd'hui qui compte le plus pour moi, parce que j'occupe cette place, c'est ça, voilà. C'est de dire, là je viens de faire un spectacle sur Last Exit to Brooklyn d'Hubert Selby Jr. qui aussi me relie à mon passé américain, je dirais, puisque ça se passe aux États-Unis. Et il y a une famille noire, afro-américaine, les parents sont joués par deux acteurs burkinabés, les enfants sont tous joués par des blancs, adultes blancs. Donc dans ce spectacle, j'ai beaucoup tenu à dire l'acteur peut se transformer en toutes sortes de personnalités, d'individualités, etc. Et c'est un travail que j'ai envie de continuer, parce que je trouve qu'il est nécessaire aujourd'hui. Alors on parle de la diversité sur les scènes, dans les écoles, enfin c'est un sujet quand même très très au centre aujourd'hui, mais il faut agir aussi par rapport à ça. Il faut avoir des idées, il faut faire des propositions, il ne faut pas se contenter d'en parler, parce que il faut montrer comment le théâtre peut profiter de ces présences, je crois, vraiment. Et alors on va rester sur la diversité, si vous voulez bien, mais la diversité de genre, cette fois. Ouais. Ça veut dire quoi être une femme de théâtre aujourd'hui? En tout cas, ça veut dire quoi être une femme? Alors, j'entends que vous dites metteur en scène, je ne sais pas si vous mettez un E, directrice d'institution. Qu'est-ce qui a changé depuis MeToo pour vous
Enfin, voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? C'est assez étrange, hein, parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, quand on me posait la question, je disais, bon, moi, je n'ai pas eu de problème. Voilà, je suis devenue metteur en scène à l'âge de 24 ans. Et metteur en scène ou bien? Oui, disons que dans la langue parlée, moi je dis metteur en scène, point. Et quand j'écris, j'ajoute un oui, parce que bon, voilà, un jour on a dit, ça c'est la formule consacrée de l'académie ou je sais pas quoi. Donc maintenant je mets un quand j'écris. Quand je parle, j'y pense pas en fait. Voilà. Et puis c'est vrai, je dois dire, alors non, avant ça, une autre chose, c'est que en tant que directrice et programmatrice d'un lieu, depuis 22 ans maintenant, on a constaté, quand même, je ne suis pas la seule, que la majorité des projets programmés sont portés par des femmes. Mais ce n'était pas quelque chose de volontaire, en fait. C'était simple. Moi, je me laissais porter simplement par la qualité des demandes et des dossiers, et par le fait que, donnant cours en mise en scène à l'INSA, j'avais des étudiants qui sortaient dont je connaissais les qualités, et donc je les programmais, voilà. Mais jamais je n'ai dit je veux programmer plus de femmes que d'hommes. Mais dans les écoles de théâtre, et en particulier à l'INSA, en formation mise en scène, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc quelque part, moi, ce que je faisais ne faisait que refléter la réalité. Et plus récemment, alors je me suis dit, mais au fond, quand on a commencé à sortir les chiffres, là, le mouvement AFS a commencé à sortir les chiffres, je me suis dit, mais au fond, si ça se trouve, si je programme autant de femmes, c'est aussi parce qu'elles ne sont pas accueillies ailleurs. Je ne l'avais jamais pensé comme ça, mais je me suis dit, quand on voit les chiffres d'autres lieux, alors je me suis dit, voilà, c'est quelque part, c'est une conséquence, enfin... Et puis aussi parce que vous êtes une femme directrice d'institution. Bien sûr, mais vraiment pendant longtemps j'ai dit mais non, je ne choisis pas parce que ce sont des femmes, je choisis sur base des qualités. Ce qui est très important parce que quand on dit maintenant on n'en trouve pas, par exemple, c'est-à-dire c'est faux bien entendu, enfin je veux dire des femmes metteurs en scène il y en a, mais c'est plus difficile pour elles, et c'est plus difficile de percer, et c'est même plus difficile de tenir. Et alors la deuxième chose, moi, c'est... Quand j'ai vu les chiffres de FS sur les subventions, où il était clairement énoncé que les femmes géraient 20% des subventions totales, alors là, pour moi, tout d'un coup, ça a été quand même un petit choc, quoi, parce que le Théâtre Océan Nord venait de ne pas être augmenté. Je n'ai pas obtenu la direction du Théâtre National il y a 2 ans quand j'ai posé ma candidature, alors je ne veux pas du tout... faire passer l'idée que ce serait parce que je suis une femme, c'est pas ça. Mais enfin, en tout cas, ils n'ont pas choisi de dire « choisissons une femme cette fois-ci », alors que, bon, il me semble que j'avais quand même un parcours et des compétences pour ça. Et donc, ces différentes choses-là font que maintenant, tout d'un coup, je me dis « Ah, j'ai envie de me battre au fond, même si je le fais inconsciemment depuis longtemps, j'ai envie de me battre pour ces questions-là. » Donc, à la fois... Comment les jeunes femmes peuvent être soutenues du point de vue de leur travail, de leur proposition artistique, etc. Et aussi comment cette diversité se retrouve sur nos plateaux. Et là, bon, la diversité, elle est féminine principalement. Donc on a à la fois des femmes et des personnes qui sont... afrodescendante, comme on dit, même si dans le cas de Myriam Sadu, c'est très particulier, puisqu'elle n'a découvert son pays d'origine, enfin le pays de son père, qu'à l'âge de 40 ans. Alors une question en particulier pour le public peut-être de Bella, le premier public de Bella, c'est les auteurs et les autrices. Comment est-ce que vous, en tant que metteur en scène, vous trouvez vos auteurs, vos autrices? Comment ça se passe? Oula. Moi déjà, j'ai fait 2 types de spectacles dans ma vie, des spectacles à partir de textes du répertoire, voilà, classiques ou contemporains, plus beaucoup de classiques ces derniers temps, et ensuite des spectacles à partir d'auteurs non dramatiques, puisque mon dernier spectacle c'est à partir d'un roman. Voilà, donc bon, choisir un auteur, choisir un texte, choisir un projet même, c'est vraiment difficile à expliquer, c'est de l'ordre vraiment de l'intuition. Et si je ne sens pas que c'est profond en moi et que même je ne suis pas sûre de pouvoir expliquer pourquoi je veux le faire, si je ne sens pas ça, je n'y vais pas. Donc c'est difficile de donner un cadre à ça.
Mais bon, je me suis rendu compte quand même quand j'ai monté 448 Psychose de Sarah Kane que je n'avais pas beaucoup monté de textes d'autrices en fait. Et là je me suis dit, ah bon, maintenant il faut quand même un peu partir à la recherche aussi des auteurs femmes. Voilà. Et puis c'est un texte du coup et une mise en scène, un spectacle en fait qui avait eu beaucoup de prix à l'époque. Oui, et qui était pour le coup très féminin parce que bon, on a monté cette pièce avec un ou plusieurs comédiens hommes dans la distribution. Or là, le spectacle était porté par 2 comédiennes, Véronique Dumont et Catherine Salé, et la totalité du texte était partagée entre elles, et en soulignant quand même le fait qu'il y avait une histoire d'amour entre une patiente et une médecin femme. Et pour nous, c'était très important, quoi. Je comprends tout à fait qu'on puisse le monter autrement, mais aujourd'hui, pour moi, 448 Psychose, c'est ça. Voilà, c'est l'entrée dans un monde féminin et psychotique, je ne sais pas s'il faut dire ça, mais enfin, voilà, dans un monde quand même bien chamboulé. Quelle est la question ensuite, Isabelle, que vous auriez bien aimé qu'on vous pose un jour? Oula! Eh oui, c'est pour ça que je vous avais demandé si vous vouliez les questions. Oui, mais de toute façon, j'aurais pas eu le temps d'y réfléchir pendant que je répondais aux autres questions. La question que j'aimerais bien qu'on me pose. Oh, c'est compliqué parce qu'on m'en a posé beaucoup quand même. Hein. Je veux dire, j'ai été beaucoup interviewée. Donc de temps en temps, régulièrement, je me dis « Ah, c'est dommage qu'on ne m'ait pas posé cette question-là ». En plus, j'ai écrit un numéro d'alternative théâtrale entièrement écrit par moi-même, donc, où j'ai beaucoup parlé de mon parcours, de mes origines, de comment je suis arrivée au théâtre, etc. Donc là, j'ai parlé sans qu'on m'ait posé la question de beaucoup de choses. Donc, trouver une question que j'aurais aimé qu'on me pose, c'est difficile quand même. D'accord, mais on va renvoyer alors au numéro d'alternative théâtrale que vous avez coordonné. Voilà. Et alors, dernière question qui n'est pas la plus simple non plus. Si vous pouviez aller prendre un café, aller boire un verre avec quelqu'un de vivant ou de mort, de réel ou d'imaginaire, ce serait qui et pourquoi? Voilà, déjà, par contre, j'en ai trop. Mais oui, voilà. Le premier qui me vient, c'est Bernard-Marie Goltès. Voilà, je crois que j'aimerais aller boire un verre avec lui. Et j'ai écrit un texte qui se retrouve d'ailleurs dans l'alternative théâtrale, qui s'appelle « Je tombe amoureuse des auteurs ». Et c'est très étrange parce que, et c'est vrai, hein, c'est vraiment des sensations très très fortes. C'est seulement avec les auteurs morts, comme si je ne m'octroyais pas le droit de tomber amoureuse des auteurs vivants. Et Bernard-Marie Goltès est un de ceux-là, vraiment. Et j'ai monté plusieurs de ses textes, j'ai travaillé plusieurs de ses textes, et la personne même m'attire terriblement. Et il est mort très jeune, quand même, du sida. Donc il y a une sorte de grand blanc, je dirais. Voilà. C'est quelqu'un dont j'aurais voulu qu'il vienne voir mes spectacles, par exemple. Mais aller boire un café, ce serait déjà pas mal. Merci beaucoup, Isabelle Pousseur. Merci à vous.